avec moi, donc le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, le ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien. J'ai aussi les deux adjoints parlementaires, je suis quand même gâté, donc le député de Beauce-Sud, Samuel Poulain, le député de Côte-Sud, Mathieu Rivet. On a aussi le député de Montmorency, qui est ici, Jean-François Simard, le maire de Québec, Bruno Marchand, le président du Musée de la civilisation, Stéphane Laroche, la DG de la Société des arts technologiques, Jenny Thibault, l'historien et grand professeur supérieur général du Séminaire de Québec, l'abbé Gilles Routier, merci d'être ici, la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour, la présidente de la SQI, qui fait les travaux ici, Caroline Bourgeois. Ça aille plus vite, hein, c'est ça, on vous a dit. Puis je vois aussi beaucoup de représentants du milieu culturel. Bien, évidemment, il y a des journées plus fun que d'autres en politique. Puis aujourd'hui, bien, je pense qu'on peut dire, là, sans hésitation, que c'est une annonce qui est historique. Donc, je suis vraiment fier d'annoncer la création du Musée national de l'histoire du Québec. Donc, ça va être le premier musée qui va être consacré à l'histoire de la nation québécoise. Évidemment, il va être situé ici, dans notre belle capitale nationale. Je le dis souvent, dans mon ancienne vie, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Je pense que Québec n'a rien à envier aux plus belles villes dans le monde. Donc, on est chanceux que ça se passe ici. Puis ça donne bien parce que c'est ici que tout a commencé, à Québec. Donc, pour moi, l'histoire du Québec, le parcours qu'on a eu depuis 400 ans, c'est une histoire qui, dans le fond, quand on y pense bien, était improbable. Qu'on parle encore français après 400 ans, c'était improbable quand on regarde le contexte. Mais ça a commencé, bon, d'abord avec les explorateurs, Cartier, par après Champlain, qui est le fondateur de notre nation. Il y a eu aussi des grandes bâtisseuses comme Jeanne Mance, comme Marie de l'Incarnation. On a aussi, puis c'est important de le souligner, la présence des nations autochtones qui étaient là avant nous autres, puis qui nous ont aidés à travers les années. Ça n'a pas toujours été facile, notre parcours. On se souvient de la conquête, on se souvient de la rébellion des Patriotes, on se souvient du rapport Durham. Donc, il a fallu se battre. Et dans un contexte où on est entouré d'une mer d'anglophones, donc juste le fait qu'on parle encore français aujourd'hui, bien déjà, c'est tout un exploit. Donc, ce qu'on a réussi en 400 ans à bâtir aussi, c'est une société qui est moderne, qui est très recherchée pour sa qualité de vie. On a accueilli des personnes d'à peu près tous les pays qui font maintenant partie de montrer ce parcours-là à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, le nouveau musée va raconter les 400 ans d'évolution du seul État francophone en Amérique. Je le disais encore il y a quelques jours au premier ministre de la France qui était chez nous. C'est important qu'on réalise bien que l'avenir du français dans les Amériques, ça passe par le Québec. Donc, dans ce musée, on va montrer les grands personnages, les grands événements de notre histoire. Puis ça va être dans un legs qui est concret, inscrit dans la pierre, puis on offre ça bien aux futures générations. Puis mon objectif, en tout cas celui que je me donne, c'est que les Québécois, quand ils viennent visiter le musée, qu'ils sortent d'ici puis qu'ils se disent « et que je suis fier d'être Québécois ». C'est ça qui est l'objectif visé. Je l'ai dit au moins 25 fois à Stéphane, donc je suis certain qu'il l'a compris. Donc, bien, je le dis, le contenu du musée va être élaboré avec le Musée de la civilisation, avec aussi deux experts, Jenny Thibault, qui est la DG de la Société des arts technologiques. Donc, on veut aussi
que le numérique en culture soit très présent. Puis là, elle me racontait qu'elle a visité beaucoup d'endroits dans le monde, donc on va voir ce qu'il y a de mieux. Puis on a le grand professeur, historien, ancien rédacteur de discours, Éric Bédard, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de notre nation. On se considère chanceux de vous avoir, et puis je vais en profiter pour vous remercier de ce travail-là. Donc, le musée va être dans le pavillon Camille Roy du Séminaire de Québec. C'est un bâtiment qui est chargé d'histoire. D'abord, je suis certain que Sophie le sait, mais c'est le premier pavillon de la première université au Québec, donc de l'Université Laval. Puis, je suis content de voir qu'on va garder cette place comme un lieu de connaissance. Le Musée national de l'histoire, Madame Bourgeois, écoutez-moi bien, va ouvrir ses portes au printemps 2026. En gros, ce qu'on vise, c'est que tous les travaux soient finis à l'automne 2025, puis que les expositions de Stéphane et compagnie soient installées pour qu'au printemps 2026, on commence les visites. Puis parlant des visites, bien évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que le musée soit visité par les familles, par des groupes scolaires aussi. Tantôt, j'en voyais encore plusieurs à l'Assemblée nationale. Puis les touristes aussi qui s'intéressent à notre histoire. Puis l'idée, je le répète, c'est qu'on soit encore plus fiers d'être Québécois. Puis il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on doit être fiers d'être Québécois. Puis on va retrouver ces raisons-là dans le musée. D'abord, notre langue, notre culture, nos artistes, donc nos chanteurs, chanteuses, Gilles Vigneault, Ginette Renault, Robert Charlebois, les Cowboys fringants, Charlotte Cardin, etc. Pardon, nos auteurs aussi, les Michel Tremblay, Marie Laberge, Dany Laferrière. Il y a aussi nos talents de renommée internationale. Je pense à Céline Dion, Denis Villeneuve, Robert Lepage, Yannick Nézet-Séguin. Ils font rayonner le Québec partout dans le monde. L'autre raison pourquoi on doit être fiers, c'est notre territoire. Tous les gens qui viennent visiter le Québec nous le disent. Ils sont admiratifs devant l'immensité, la beauté du territoire, le Saint-Laurent, nos montagnes, nos forêts, nos rivières. Donc, Stéphane, tout ça va être dans le musée. Une autre raison d'être fier, c'est nos sportifs. Hein? Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime le hockey comme moi, mais c'est important de parler des Maurice Richard, Guy Lafleur, Jean Béliveau, Mike Bossy, Mario Lemieux, mais aussi des autres athlètes dans d'autres sports. Bruni Surin, Michael Kingsbury, Laurent Duvernay-Tardif, Kim Boutin, Marie-Philippe Poulin, dont on parle, Sam Poulin, beaucoup. Donc, des athlètes qui inspirent nos jeunes. Une autre raison d'être fier aussi, c'est nos succès en affaires. Donc, les CGI, Bombardier, Cascade, Couche-Tard, Desjardins sur la Rive-Sud, et bien sûr, n'oublions pas Hydro-Québec puis nos grands barrages. Une des raisons actuellement pourquoi je suis aussi confiant pour l'avenir, entre autres en économie, c'est parce que les premiers ministres qui ont été là avant moi ont fait le choix d'une électricité qui est propre, qui nous permet d'attirer des entreprises qui veulent avoir un meilleur bilan environnemental, puis qui veulent, avec nous, atteindre l'objectif de réduire les GES. Donc, quand on ouvre des usines qui sont propulsées non pas avec du gaz, mais avec l'électricité propre, ça fait toute la différence. Donc, on peut être fier. Puis ça nous rappelle aussi qu'on a le droit de rêver grand. Il faut voir les barrages qu'on a faits à travers les années. Bon, l'autre raison aussi, puis bon, pour moi, il y a une personne qui est incontournable. Vous savez, c'est Mathieu, là, je te vole le punch, mais tu m'as donné la permission. Le dernier musée national qui est ouvert au Québec a été ouvert il y a 40 ans par René Lévesque. C'est le musée de la civilisation.
Et je pense que c'est un grand personnage, René Lévesque. Puis Stéphane, il faut en parler. Je suis certain qu'Éric va insister là-dessus aussi. S'il y a quelqu'un qui nous a donné confiance, s'il y a quelqu'un qui nous a rendu encore plus fiers d'être Québécois, c'est René Lévesque. Donc, il faut qu'il y ait une grande place dans le musée. Donc, je termine en vous disant, je suis tellement fier d'être Québécois. Ce que je souhaite avec le Musée national de l'histoire du Québec, c'est que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Merci. Sur ce, je vous présente notre ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe. Merci, M. le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Mon Dieu, c'est quand même difficile de passer après vous. J'y ai pas touché. Okay. J'y ai pensé en plus, j'y ai pas touché. C'est difficile de passer après notre premier ministre qui porte tellement bien ce dossier-là parce qu'il y croit tellement, puis je trouve ça tellement inspirant. Donc, je vous dirais que c'est avec un peu d'émotion aussi que je suis ici parce que c'est un moment solennel, M. le Premier ministre le disait, c'est un moment historique qu'on vit ensemble aujourd'hui. La création d'un musée national, d'abord, c'est vrai que c'est exceptionnel. Il y en a 3 actuellement au Québec. Le Musée national des beaux-arts, qui a été du Québec, qui a été le premier dans les années 30. Ensuite, il y a eu le Musée d'art contemporain dans les années 60 à Montréal. Il y a eu effectivement le dernier, il y a 40 ans maintenant, et ça a été créé officiellement par, évidemment, l'adoption d'un projet de loi sous le gouvernement de René Lévesque. Donc, c'est un moment, je pense, qui est important, qui est solennel, d'autant plus que ce musée-ci, c'est pas n'importe lequel, c'est notre musée national d'histoire, l'histoire de qui on est comme nation. Et on le dira jamais assez, les Québécois, on est un peuple fier, on est un peuple soucieux d'honorer, de célébrer ce qui est notre fibre nationale et l'âme du Québec. Je parle évidemment de notre spécificité culturelle, spécificité linguistique, de cette façon unique qu'on a de déployer notre langue, notre créativité, notre nordicité aussi, comme on le dit parfois. La liste, évidemment, elle est très longue, donc je ne vous la ferai pas, mais tous ces éléments-là qui nous rendent tellement fiers d'être Québécois. C'est la raison donc pour laquelle je considère qu'en annonçant la création du Musée national de l'histoire du Québec, on franchit un peu en quelque sorte un jalon, donc une étape de notre histoire, l'histoire d'un peuple qui continue de s'écrire, qui n'est pas figé dans le temps, évidemment, qui continue de s'écrire et de se démarquer. Et c'est ça que ce sera le Musée national de l'histoire du Québec, une institution qui sera destinée à célébrer notre nation, notre histoire et notre culture distincte qui est en évolution. C'est un projet qui ne manque pas d'ambition dans un lieu, vous le disiez, qui est lui-même tellement chargé d'histoire, un lieu qui est chargé d'histoire, mais qui fera aussi, et je veux le souligner, une large place à l'innovation, au numérique, qui aura des moyens modernes, donc, comme institution, de mettre en valeur notre histoire. Si vous avez des jeunes enfants dans votre entourage, moi j'en ai 2 à la maison, quand je les amène au musée, c'est plus difficile de les intéresser à ce qu'on a habituellement en tête quand on parle d'un musée traditionnel. Ce qui les intéresse, c'est les expériences numériques. Puis si on peut leur inculquer l'histoire puis l'amour de notre histoire nationale dans ces environnements numériques-là qui vont faire que non seulement ils vont apprendre quelque chose, mais qu'ils vont avoir du plaisir à le faire, je pense que ce sera un legs inestimable. Donc, son rôle au musée, au sein de notre réseau de musées nationaux, ce sera de consolider ce lien. Je parlais des jeunes, mais avec tous les Québécois, ce lien qui les unit donc à leur parcours national. Ça va permettre aux visiteurs d'ici comme d'ailleurs, parce que Québec, évidemment, est une ville qui accueille énormément de touristes, donc les gens qui viennent d'ailleurs, mais aussi les gens d'ici, de faire le survol complet des accomplissements, ce qui nous rend fiers, effectivement, d'être Québécois, qui témoignent de notre culture unique, dont on est les dépositaires. Ça nous permettra de redécouvrir les éléments distinctifs de notre patrimoine, de nos fleurons. M. Legault en parlait tantôt, de nos réalisations, les expertises, l'innovation aussi que le Québec a amené au monde à travers les années. On y vivra les moments marquants. On parlait de personnalités marquantes, les moments qui ont façonné l'histoire du Québec. Parfois, quand on les vit, ces moments-là, on ne s'en rend pas compte, mais avec le recul, puis quand on les revoit, quand on les revit, on se rend compte à quel point ça a été des tournants dans notre histoire. On parle de chansons, d'images, évidemment, mais des évocations historiques, sportives, culturelles, qui vont être reconnaissables par tous les Québécois, peu importe leur âge, peu importe leur appartenance sociale aussi. Puis je souhaite m'adresser peut-être un peu plus particulièrement aux jeunes
qui ont besoin de connaître notre histoire nationale. Puis j'ai envie de leur dire, c'est en grande partie pour vous qu'on souhaite reconstituer ce grand parcours de la nation québécoise. Je suis convaincu que vous allez l'apprécier parce que soit vous vous reconnaîtrez à travers tout ça ou vous y apprendrez un peu pour mieux vous projeter dans l'avenir. Vous reconnaîtrez votre histoire et les accents qui résonnent dans notre immense territoire. Donc, c'est le message que j'ai envie de porter aux jeunes, des jeunes qui, je l'espère, vont reconnaître ces moments festifs où on chante « Gens du pays » avec émotion, ces moments festifs où on se rassemble, où on passe à travers des moments plus difficiles et finalement leur transmettre cette fierté-là d'appartenir au peuple québécois. Donc, c'est le plus grand souhait que je porte avec la création de ce musée. Donc, je termine évidemment avec des remerciements parce que c'est un grand projet. Monsieur le Premier ministre me fait rire, j'ai envie de dire, me met beaucoup de pression aussi parce qu'évidemment, il insiste beaucoup avec raison parce qu'il faut livrer ce projet-là. C'est un projet qui a des défis, évidemment, parce qu'on parle de la splendeur du lieu. Évidemment, ça vient avec quelques défis qu'on doit absolument relever parce que ce qu'on va léguer est formidable. Donc, je veux remercier chaleureusement d'abord les gens du Séminaire de Québec. Je pense que c'est important de le dire, qui permettent aux Québécois, aux Québécoises et à l'ensemble des visiteurs d'accéder à un lieu qui est tout simplement exceptionnel, qui est le berceau, en quelque sorte, de l'Amérique francophone, donc qui est important pour les gens de Québec, mais pour tout le Québec. Je veux aussi remercier le Musée de la Civilisation et son équipe dédiée qui a travaillé fort et qui continue de travailler fort en ce moment, qui travaille actuellement à la création des contenus qui vont ensuite être repris par le Musée national de l'histoire du Québec. Et je veux saluer aussi avec beaucoup de reconnaissance les experts qui ont été mandatés pour accompagner le musée. Donc, je pense bien sûr à Éric Bédard, historien, professeur, auteur connu, et j'ai envie de dire grand vulgarisateur aussi de notre histoire nationale, parce que l'histoire, c'est une chose, mais je parlais des jeunes tantôt, il faut la vulgariser, cette histoire-là, il faut qu'elle soit intéressante, il faut que les gens la comprennent bien. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Madame Jenny Thibault aussi, directrice générale et artistique de la Société des arts technologiques, qui est une institution québécoise remarquable, si vous ne la connaissez pas, qui a été créée à une époque où ça n'existait pas dans le monde, une institution comme celle-là, qui a fait du Québec un précurseur en créativité numérique, position qu'on a toujours aujourd'hui. On est reconnu partout dans le monde. Et je le disais, je souhaite que ce musée qu'on va créer soit non seulement le plus numérique au Québec, au Canada, mais aussi parmi les plus numériques dans le monde pour être capable justement d'intéresser notamment nos jeunes. Donc, merci à vous. Avec le musée, je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure équipe pour faire naître cette institution, le MNHQ, puis lui donner une première impulsion. Donc, j'ai déjà été trop long, mais je pourrais continuer encore. Je m'arrête ici et je vous remercie tous d'être là pour partager le moment. Et je présente mon collègue de la capitale nationale, évidemment, Jonathan. Merci, merci. On va baisser ça un peu. Monsieur le Premier ministre, cher François Legault, merci d'être ici aujourd'hui pour une annonce extraordinaire qui nous rend tous et toutes très fiers. Mathieu, merci également. Je ne ferai pas toutes les salutations. Il y a tellement de personnes qui participent au succès qui est devant nous. Je vous en remercie, collègues, élus et différents intervenants. Caroline Bourgeois de la SQI, on va être ensemble de cette pression-là pour livrer à temps. Je vais t'accompagner volontiers. On est habitué à ça, puis on va relever le défi. C'est une fierté ici dans la capitale nationale de pouvoir justement lancer un projet comme celui-là. Et comme ministre responsable de cette belle capitale, bien, honnêtement, ça me rend très heureux. C'est marquant. Ouvrir un musée national, on en a 3 actuellement, c'est le 4e, c'est marquant pour une communauté. Moi, je suis un ancien séminariste, mais je pense qu'on n'est pas ancien, on l'est ou on ne l'est pas. Donc, j'ai gradué ici en 1988. Mathieu me disait que c'est l'année de sa naissance, donc c'est le côté moins le fun un peu. Et en 88, le projet qui avait été lancé du Musée de la Civilisation dans les années 84 à peu près, avait atteint son achèvement et on était partis, tous les gradués du séminaire, on était tous des garçons à l'époque, on était descendus dans les marches du Musée de la Civilisation pour prendre la photo de notre album de finissant. Puis ça nous rendait déjà très fiers
Et force est de constater, Stéphane, 40 ans après, que cette fierté-là est pleinement méritée. Alors, de venir ici pour travailler sur ce projet du volet histoire, de ce qu'on est, notre ADN, ce qu'on représente, bien, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça permet, entre autres, une reconnaissance de cette capitale nationale comme haut lieu muséal, avec 3 des musées nationaux ici, partout dans le monde, qu'on se réfère habituellement à ces visites-là muséales. Des fois, il pleut à Québec aussi. Comme tourisme, c'est le fun de pouvoir justement aller voir ce qu'il y en est. Et ce qu'on va raconter aux gens, oui, aux visiteurs, mais surtout aux jeunes générations, surtout à nous-mêmes, surtout à ce qui on est, c'est notre histoire. C'est de quoi on est fait, c'est notre passé. Et de pouvoir le faire, Jenny, avec une volonté numérique moderne, je salue ça. J'ai eu l'occasion d'inaugurer, il y a quelques semaines ou quelques mois, une exposition là, au Musée de la Civilisation qui est mise en scène, ou on pourrait appeler ça mise en scène réellement, par Robert Lepage de Sur la lutte. Et de voir les moyens qu'on utilise justement pour permettre aux gens d'accéder à ce savoir-là, à ces connaissances-là, c'est complètement déjanté. Je ne sais pas, mais on en retire quelque chose. Puis je pense que nos jeunes au Québec, les jeunes et les moins jeunes, parce que moi je suis plus jeune, mais j'aimais ça, mais nos jeunes, c'est vers ça qu'ils sont attirés. Si on veut être en mesure de leur partager, de leur faire connaître ce qu'on est, bien c'est la plus belle occasion qu'on a devant nous. Alors je terminerai en disant, ici, berceau de l'Amérique française, au cœur d'une institution, merci au Séminaire de Québec, avec des gens qui sont fantastiques en termes de connaissances. On va développer le plus beau musée national. Il sera ici dans nos murs. Ça me rend très fier. Et je vous remercie, M. Legault. Je pense que c'est une de mes feuilles, toi. C'est toi. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions pour les journalistes. Il y a 2 micros derrière les caméras. On va y aller avec une question, une sous-question, et on va débuter avec Alain Laforêt. Bonjour à vous tous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Laforêt. Vous allez bien? Ça va bien vous-même? Très bien. Le maire Marchand, tout à l'heure, en point de presse, a dit qu'il n'avait plus confiance en la ministre Geneviève Guilbeault, qu'il voulait négocier avec vous. Il est dans la salle devant vous. Qu'avez-vous à lui dire? Bon, d'abord, on a eu l'occasion de se voir un petit peu en privé tantôt. D'abord, je vais vous dire que j'ai totalement confiance en Geneviève Guilbeault. Maintenant, ce que je dis à Bruno, c'est regardons en avant. Alors, regardons en avant, dans 2 mois, pas dans 2 ans, dans 2 mois, on va avoir un rapport de la Caisse de dépôt et ses experts. On a demandé à la Caisse de dépôt de regarder tous les scénarios, incluant celui qui était sur la table avec la Ville de Québec, incluant d'autres scénarios, puis ils vont nous déposer ça dans 2 mois. Puis moi, mon intention, c'est qu'après ça, on accélère pour réaliser. On a besoin, dans une grande ville comme Québec, d'avoir un transport structurant. Donc, regardons en avant plutôt qu'en arrière. Bon, vous avez passé le message au maire de Québec. Maintenant, la mairesse de Montréal et les maires du Grand Montréal métropolitain n'ont plus confiance également en votre ministre des Transports et vous venez de renouveler votre confiance en la ministre des Transports. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Legault, pour régler le déficit de 560 millions des sociétés de transport? Bon. D'abord, je ne suis pas du tout surpris de voir les maires et de Montréal et Québec nous demander plus d'argent. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour ne pas être surpris de ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est autant du côté des infrastructures que du côté du financement des opérations, on est à des niveaux records. Jamais le gouvernement du Québec a mis autant d'argent dans les infrastructures de transport collectif et dans le financement des opérations de sociétés comme la STM, la STL et toutes les autres sociétés de transport. Donc, bon, je comprends que les villes veulent encore plus d'argent. Je pense que le choix qu'on a fait
lors de la dernière négociation de convention collective, c'est de réduire l'écart de salaire qu'on a, qui est quand même de 30 entre les villes et le gouvernement du Québec. Donc, c'est un choix politique qu'on a fait, mais on va poursuivre les discussions avec les villes. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je m'excuse, je ne poserai pas de questions sur la conférence de presse, sur oui. le sujet de la conférence de presse. C'est tellement rare qu'on vous parle, Monsieur Legault, que j'ai décidé d'aller sur autre chose. Éric Lefebvre, votre ancien whip, vous a annoncé, en fait, la semaine dernière, qu'il quittait pour le Parti conservateur du Canada. D'abord, est-ce que, à votre avis, il devrait démissionner de son poste de député? Il y a beaucoup de gens qui croient que le fait de toucher une rémunération venant de l'Assemblée nationale alors qu'on représente un parti fédéral, alors que lui s'est fait élire sous la bannière caquiste, donc selon votre programme, qui est très différent de celui de Pierre Poilievre, est-ce qu'il devrait démissionner? Bon. D'abord, Éric Lefebvre n'est plus dans le caucus de la CAQ. Et si vous avez des questions à poser à Éric Lefebvre. Ce n'est pas sur ces justifications, sur votre respect, Monsieur le Premier ministre. Je vous demande si, selon vous, éthiquement, Éric Lefebvre a toujours, maintenant qu'il est indépendant, là, c'est plus... C'est à lui à s'expliquer. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? C'est à lui à s'expliquer. Il n'est plus membre du caucus de la CAQ. Radio-Canada. Bonjour, Monsieur le Premier Bonjour. ministre. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous avez un malaise avec le fait qu'un député siège à l'Assemblée nationale et soit à la fois candidat ou futur candidat à une élection fédérale? Bon, je vais vous répéter la même réponse. Mais sur le principe. Éric Lefebvre n'est plus membre du caucus de la CAQ et c'est à lui qu'il faut poser des questions. C'est à lui de justifier. Parfait. Et bon, sur l'annonce d'aujourd'hui, à une époque, vous faisiez la promotion des espaces bleus qui devaient s'implanter dans plusieurs régions du Québec. Vous disiez que ça allait mousser le tourisme dans ces endroits-là, qu'il allait passer devant Cancun et Puerto Plata, si je me souviens bien. Est-ce que aujourd'hui, avec cette annonce-là, vous n'abandonnez pas un peu ces régions-là qui devaient profiter des espaces bleus? Bien, le choix qu'on a fait, c'est d'abord de se concentrer à faire du Musée national ici à Québec un succès. Par la suite, moi, j'exclus pas le 4e mandat de développer des antennes dans les différentes régions du Québec avec des expositions de Québec qui pourraient être présentées dans d'autres régions. Donc, j'exclus pas ça, mais pour l'instant, ma priorité, c'est de faire un succès du Musée national de l'histoire du Québec ici, dans notre capitale nationale. Merci. Marc-André Gagnon. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, bien, pour continuer là-dessus, ça a quand même dû vous faire un petit pincement, je veux dire, d'abandonner les espaces bleus. J'étais là à l'annonce il y a de ça quelques années, puis ça devait être votre grand legs culturel. Puis j'essaie aussi de voir c'est quoi, en fait, la différence sur le fond entre le mandat qui était donné à l'espace bleu, donc de célébrer l'histoire, la culture du Québec, puis ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Bon. D'abord, je pense que c'est important d'être réaliste. Aujourd'hui, il y a des défis dans le secteur de la construction. Il y a des défis aussi financiers, hein, quand on parle de PQI, que ce soit pour du transport collectif ou pour des musées. Il y a des défis. Donc, je pense que le bon choix aujourd'hui, c'est de dire, concentrons-nous à faire un succès ici au Québec. Maintenant, pour ce qui est d'avoir un musée national de l'histoire du Québec plutôt qu'un espace bleu, je pense que c'était entre autres une recommandation de la CRCAQ, des jeunes de la CAQ, puis de mettre la lumière sur notre histoire. Je pense que c'est important. C'est important que, entre autres, on le disait tantôt, nos jeunes connaissent mieux notre histoire nationale. Sur un autre sujet, vous avez peut-être vu ce matin les oppositions, eux, qui ont mis la lumière, pour reprendre votre expression, mais sur un moment où la vice-première ministre fouillait dans sa sacoche hier en commission parlementaire. Vous êtes porté à sa défense ce matin pendant la période des questions, notamment sur ses propos concernant le transport collectif. Est-ce que les oppositions vont trop loin? Bien, écoutez, là, elle cherchait des notes dans ses affaires. Parce qu'on lui reproche sa désinvolture. C'est pas quelque chose que vous constatez? Je ne sens pas de désinvolture. C'est quelqu'un, Geneviève, de très intense, puis qui connaît bien ses dossiers, puis qui suit bien ses dossiers.
La presse canadienne. Bonjour, Patrice Bergeron. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour aux ministres présents. Me voilà. Dites-moi, vous avez donc dû renoncer aux espaces bleus. Est-ce que ce musée-là est pas en quelque sorte pour vous une sorte d'héritage culturel que vous aimeriez laisser aux Québécois au terme de votre passage en politique? Bien, ça fait partie, effectivement, de l'héritage que nos gouvernements, les 2 mandats jusqu'à présent, qu'on va laisser, parce que, comme on le disait tantôt, c'est pas rien. Le dernier musée national, c'est en 1984, il y a 40 ans. Puis de faire un musée sur l'histoire de notre nation, bien, pour moi, c'est un héritage. Je le souhaite que les Québécois, jeunes et moins jeunes, soient encore plus fiers d'être Québécois, puis connaissent encore mieux l'histoire du Québec. Et par ailleurs, concernant donc les municipalités, les négociations que vous voulez entamer concernant les sociétés de transport, vous dites souvent que les municipalités doivent elles-mêmes faire le ménage dans leur cours. Est-ce que vous pouvez leur suggérer des pistes de solutions dans quoi ils devraient faire le ménage selon vous? Bien, écoutez, moi, là, j'ai jamais vu le détail des conventions collectives avec les sociétés de transport. J'ai jamais vu les planifications. Donc, c'est difficile de répondre à votre question, mais ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, les salaires dans les municipalités sont 30 % plus élevés que les salaires au gouvernement du Québec. Puis là, au gouvernement du Québec, on en a beaucoup parlé, on a plus de marge de manœuvre, on présente un déficit. On a fait le choix de présenter un déficit. Pourquoi? Pour améliorer les salaires et les conditions de travail des employés du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on devrait baisser les salaires des municipalités? Écoutez, c'est aux municipalités à gérer. Il y a plusieurs façons d'atteindre de l'efficacité. C'est à eux autres à regarder ça. Cogeco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à vous trois. Philippe Rodrigue Comeau, FM 93. Je reviens encore une fois sur le transport collectif. Le maire, tout à l'heure, le maire de Québec, a dit que la ministre des Transports avait une vision où gérait comme dans les années 60, que ça lui faisait penser à une politicienne des années 60. J'imagine que vous ne partagez pas la même opinion que lui. Bien, écoutez, je pense qu'on avance sur la ligne bleue à Montréal. J'espère annoncer éventuellement un REM de l'Est, appelons-le comme ça, qui va satisfaire un peu tout le monde concernant le tracé. J'ai hâte au rapport de la Caisse de dépôt dans 2 mois pour avoir un projet de transport structurant à Québec. Et Geneviève est à la même place que moi, puis a de la vision. Justement, à quel point vous êtes d'accord avec les propos de la ministre d'hier, à savoir que le transport collectif, ce n'était pas la mission du ministère des Transports et de la Mobilité durable? Bien, là, il faut faire la différence entre les infrastructures et les opérations. Ça arrive que le gouvernement du Québec gère des infrastructures ou l'implantation ou la construction d'infrastructures, mais c'est pas vrai que le gouvernement du Québec va aller gérer les sociétés de transport. Là. On n'est pas les gestionnaires des sociétés de transport. Il faut quand même les aider, il faut quand même avoir une... Bien, quand on est arrivé, 39 du financement des sociétés de transport venait du gouvernement du Québec. Ça, c'était avec les libéraux. Actuellement, c'est 48 du financement des sociétés de transport qui vient du gouvernement du Québec. Donc, je pense qu'on fait notre part. Il faut aussi que les villes fassent leur part. Donc, je comprends, par contre, que les maires voudraient avoir plus d'argent du gouvernement du Québec. Je ne tombe pas sur le derrière, là. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir, les maires, c'est toujours plus facile de quitter à Québec que d'augmenter ou de faire un ménage dans leurs dépenses. C'est un jeu de négociation. On va passer à la prochaine question. On va passer à la prochaine question. Le Soleil. M. Legault, la nouvelle chicane entre M. Marchand et Mme Guilbeault, ça vous inquiète-tu pour l'avancement des différents projets à Québec? Je pense pas. On va avoir un rapport de la Caisse de dépôt au mois de juin, puis j'ai confiance qu'on va trouver un projet qui fait notre affaire aux deux, puis qu'on va avancer rapidement. Sur le musée, si je comprends bien, c'est ouverture dans 2 ans. Il a fait déjà 3 ans que l'espace bleu avait été annoncé. Qu'est-ce qui a tant changé pour que ça prenne 5 ans quand même, ouvrir un musée? C'est beaucoup, 5 ans? C'est une bonne question, ça. Ça me J'ai paraît quasiment le beaucoup. goût de passer ça à Jonathan, mais allez-y. C'est une très bonne question que je pose à peu près à chaque ça semaine. Ça me paraît beaucoup. 5 ans au total pour ouvrir un musée. On est en train de revoir les façons de travailler à la SQI. Là, vous pourriez parler à Mme Bourgeois ici, mais effectivement... Est-ce que les 3 premières années sont effacées? Je trouve que ça... Mais les travaux sont commencés. Oui, mais les travaux sont commencés. On pense qu'ils vont être finis l'année prochaine, à l'automne. Donc,
quand même, on avance, mais est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Est-ce que je souhaiterais que ça aille plus vite? La réponse est oui. On va prendre une dernière en français. Oui, bonjour, Jean-François de Boulevard 102.1. Oui. Il y a le maire Marchand qui est là, puis on a beaucoup parlé des policiers hier. M. Bonnardel qui dit qu'il n'en manque pas à Québec. M. Julien qui dit qu'il en manque. M. Marchand dit qu'il en manque. Vous trouvez quoi? Bien, écoutez, d'abord, ça relève des municipalités, hein, les corps de police. On a pu aider sur des projets pilotes pour un certain temps, mais en bout de ligne, encore une fois, un peu comme pour le transport collectif, il faut aussi que les municipalités fassent leur part. Tu sais, quand on regarde les salaires mettons, du SPVM puis de la SQ, là, ben, il est temps que les municipalités aussi négocient serré avec leurs employés. Puis une petite question sur le transport. Mme Guilbeault insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y avait pas de consortium pour le tramway. S'il y avait eu un consortium qui avait déposé une soumission, est-ce qu'on aurait fait le projet de tramway qui était prévu par la Ville de Québec? Bien, comme on dit, avec des si, on va jusqu'à Paris. Il faudrait voir à quel niveau. Est-ce qu'on aurait été à 10, 12 milliards, 15 milliards? C'est difficile de répondre à votre question. Là. C'est une question qui est très hypothétique. Parfait, merci. On va passer aux questions en anglais. Cathy Séné. Bonjour, good day. Mr. Legault, Mr. Marchand said earlier today that he doesn't trust Mrs. Guilbeault because she doesn't have a vision for sustainable mobility and transport. Why do you still put your trust in her, since there is a clear and strong dissension between mayors and your transport minister? Of course, I disagree with Mr. Marchand. I agree with Mrs. Guilbeault. I think that we'll have a report from the Caisse de dépôt in 2 months from now. I hope that it will be a project that will satisfy Mr. Marchand and that we will work together, Mrs. Guilbeault and Mr. Marchand. About this new museum. Yeah. In your list of artists, I haven't heard Anglophones artists who have been singing in French, Les Sœurs McGarrigle. So what kind of space will you give to Anglophone culture that had a strong French? I would see a place for people like Leonard Cohen. Of course, it will be a part of our history. So there'll be a place for them. CTV? Yes, Jean-François Poudrier. In terms of transport, you see that Mr. Marchand was not happy this morning. Mayors from the region of Montreal as well, with the answer from Mrs. Guilbeault yesterday. So, can you explain to us exactly what you see as the role of the government in terms of public transport? I can understand that Mr. Marchand is unhappy that we didn't continue the project, where we didn't get any offer, any submission. We think that it was better to put a stop for 6 months, have some expert that will table a report in 2 months from now, and then move on with the project. That makes sense. But in terms of the role of the government in working with mayors to implement systems, like she said, that it's not the role of the government to work with projects with transportation. Do you think that's the role of the government, the Quebec government, to actually work with cities to implement some projects like that? Sure, but in the old projects, it went from... but I mean in the region of Montreal as well. From 5 billion to 10 billion. We were the people financing the project, but it was managed by the city. So, of course, I think it was about time we asked some experts to study the situation. But I'm talking about the fact that the cities have to put so much money now in their public system to make them work. The comments that Mrs. Guilbeault said yesterday, could you explain to us what you see as the role of the government? What is the role in terms of investing? Cities, they have revenues from real estate taxes. We have revenues from income taxes and sale taxes. And what we can see right now is that there's no more margin in the government of Quebec finance than we have in cities' budget. So I understand Mr. Marchand and Mrs. Plante asking for more money, but we don't have more money than they have.
Frega? Yeah. Good afternoon. Good afternoon. On the announcement of the day, you said it yourself, there's already the Musée National de Beaux-Arts. We already have museums showcasing culture, showcasing history. What sets this particular museum apart? Why is it so necessary? I think it's important that we start with Champlain right at the beginning, see how it wasn't easy to survive in North America, being a very small minority speaking French. So I think it's important that everybody understand what happened in the last 400 years. And we don't see that in any of the actual museum. And today's announcement is still, it's a far reach from the initial announcement you made in 2021 of this whole network of Espace Bleu. I understand that the construction costs exploded, but what do you say to people who don't understand why it's taken so long to reverse your decision and come up with this new project now? I think it's good management. We make sure to have a success here in Quebec City. And if it's a success, I don't exclude the possibility of having more of this kind of museum in the different regions in Quebec. Filotier, Gazette. Good afternoon, Premier. Good afternoon. We should do this more often. We've missed you. Since it's been a while since we've been able to ask you some questions, some of my questions might be a bit dated. I wanted to ask you about Paul Saint-Pierre Plamondon's comments in Drummondville, and his speech, le discours de PSPP à Drummond. Do you think the federal government is intentionally trying to erase Quebec, which is what he said? What I see right now is that it doesn't make sense to have 560,000 temporary immigrants. It doesn't make sense. We cannot, we don't have the welcome capacity to have 560,000, including 180,000 asylum seekers. Half of the asylum seekers of Canada are in Quebec. When I talk to other premiers about it, they don't believe me that we have 180,000. So we need housing, healthcare, education, and we have to protect French. So right now, Mr. Trudeau said that he will look at different ways to transfer some power or to have a pre-approval by the Quebec government, and he promised me a new meeting before June 30. So I'll wait and see the situation, but right now, I'm a bit scared about the actual situation. Oui, ben écoutez, je pense qu'actuellement, d'avoir 560 000 immigrants temporaires, ça pose un sérieux problème au niveau de l'accueil de ces personnes-là. Ça pose un problème pour l'avenir du français, mais ça pose aussi un problème de logement. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières, et c'est important que M. Trudeau fasse un geste concret pour être capable de réduire ce nombre-là. Puis, bien, ce qu'on demande, entre autres, puis ce qu'il nous a offert, c'est qu'à l'avenir, ces personnes soient préapprouvées par le Québec. Ça voudrait dire quoi, ça, concrètement? Ça voudrait dire deux choses. Un, on contrôlerait le nombre. Deux, on pourrait exiger la connaissance du français. My second question is, as a result of the PQ leader talking about having another referendum, there is a movement in Montreal. You remember in 1995, there was a partition movement, people that said if Canada is divisible, Quebec could be divisible. So there's a movement that came as a result of Mr. Saint-Pierre Plamondon's speech. What do you think of that, the people that think Quebec can be divided up? Well, I think it's a question that is discussed since many, many years. And I respect the opinion of Mr. Saint-Pierre Plamondon. I disagree. I still think that we can manage with the federal government to get more powers to better control our identity. On va prendre une dernière question du Devoir et ensuite ce sera fini. Oui, le Devoir. Deux questions? Une question, une sous-question. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Sébastien Tanguay du Devoir. Vous inaugurez un musée où le milieu culturel crie en quelque sorte famine. Il y avait une manifestation la semaine dernière dans les rues de Montréal à ce sujet. Est-ce que vous vous engagez à augmenter le budget comme le milieu le demande, consacré au Conseil des arts et des lettres?
Oui, bon, mais d'abord, ce qui est important, là, je vous invite à aller regarder le budget de 2018 en culture, puis de regarder le budget de 2024 en culture. Vous allez voir qu'il y a toute une augmentation. Donc, depuis 2018, on a toujours privilégié des réinvestissements dans le budget de la culture. Là, je parle du budget de fonctionnement. Maintenant, ici, on parle surtout d'un budget d'infrastructure, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le PQI, mais je pense qu'on a fait des grands pas avec la culture, puis c'est une priorité pour moi. Je le dis souvent, là, j'ai comme deux obsessions, un Québec plus riche, c'est pas une fin en soi, mais ça nous donne des moyens, puis un Québec plus fier, où on défend mieux notre langue et nos valeurs. Je reviens au sujet de votre adversaire, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Au cours des 2 dernières semaines, on vous a entendu souligner les changements de position du chef péquiste à propos de l'immigration, du déclin du français notamment. Ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous senti le besoin d'évoquer ces changements de position et quel est le message que l'électorat doit comprendre au sujet de M. Saint-Pierre Plamondon? Bon, d'abord, c'est lui qui a commencé à me citer, hein, vous vous rappelez, sur le budget de l'an 1, sur la louisianisation. Mais ce qu'il faut rappeler, là, c'est que M. Saint-Pierre Plamondon, il n'y a pas longtemps, n'était même pas nationaliste. D'être nationaliste. Donc, on peut bien différer sur le moyen de défendre la nation, est-ce qu'on est souverainiste ou non, mais il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, M. Saint-Pierre Plamondon n'était même pas un nationaliste québécois. On va maintenant procéder aux prises de photos officielles. Merci beaucoup. Merci.